Du coup, bonjour à tous. Merci au Wagon et à Lyon Data Science d'organiser cet événement. Donc aujourd'hui, on va parler des vecteurs database à travers un retour d'expérience et la mise en place qu'on en a fait chez Malte. Et du coup, vous présenter un petit peu quelles leçons on en a tirées. Est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, comment on a choisi notre vecteur database et toutes ces choses-là. Si vous avez des questions, donc soit effectivement il y aura un temps de questions-réponses à la fin. Sinon, je vous ai mis un lien slido.com. Si jamais vous voulez déjà pas oublier vos questions, vous pouvez les noter au fur et à mesure. Et puis si jamais vous n'osez pas les poser à l'oral ou autre, comme ça, moi, je les prendrai en fin de talk. Et aussi, je vous demanderai à la fin de donner votre feedback, si vous le souhaitez, sur ce que vous avez pensé du talk. Donc, je vais commencer peut-être par me présenter. Donc, je m'appelle Nicolas Motti, comme ça a été dit. Donc je suis MLOps Engineer chez Malte depuis maintenant 2 ans. J'ai rejoint l'entreprise en 2021. Donc Malte, vous connaissez peut-être cette société. On est une marketplace qui va nous permettre de connecter des freelances avec des entreprises pour derrière effectuer des missions de freelancing. On est une grosse communauté puisqu'on a plus de 550 000 freelancers aujourd'hui inscrits sur la plateforme et 70 000 entreprises. Et en interne, on est aussi maintenant une grosse communauté puisqu'on est plus de 700 Malteurs répartis à travers l'Europe surtout. Donc, surtout France, Espagne, Allemagne, Belgique, Angleterre et quelques pays nordiques aussi. Et à côté de mon emploi chez Malte, du coup aussi, j'ai la chance d'intervenir quelques heures par an, on va dire, dans une école d'ingénieurs lyonnaise qui s'appelle l'ECE, où je donne un cours de MLOps. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais revenir un petit peu sur ce terme de MLOps Engineer, puisque je ne sais pas si ça vous parle déjà beaucoup comme terme. Je ne sais pas si ici il y a des personnes qui s'identifient comme MLOps Engineer ou leur titre, leur poste aujourd'hui serait ça dans leur entreprise. Je ne sais pas si... Ouais. Une. Voilà, c'est quelque chose, en tout cas c'est un poste aujourd'hui qu'on ne trouve pas forcément dans beaucoup d'entreprises, surtout en France. Donc je voulais aussi vulgariser un petit peu ça avant de vraiment attaquer le vif du sujet. Je vais essayer d'être rapide. Beaucoup de contenu encore après. Le premier, c'est pour essayer de faire prêcher un peu pour ma paroisse. Ça va être essayer de vous convaincre qu'aujourd'hui on a besoin de MLOps dans vos projets. Ce chiffre 80%, c'est le taux de failure des projets de machine learning. Alors en fonction des études, vous trouverez 70, 90, on ne va pas chipoter sur le chiffre. L'idée est de voir qu'on a aujourd'hui énormément de projets de machine learning qui ne finissent jamais en production pour différentes raisons qu'une approche MLOps et potentiellement des MLOps engineers vont pouvoir vous aider à régler, des problèmes qui vont vous aider à régler. Si on va sur une définition un peu plus formelle, donc du coup MLOps pour Machine Learning Operation, l'idée c'est de mettre en place un set d'outils et de pratiques qui vont vous aider justement à arriver en production et à maintenir vos modèles aussi une fois qu'ils seront en production, parce que c'est un challenge de s'assurer que les modèles continuent à être d'une qualité suffisante en production et qu'ils continuent à tourner. Le développement et la mise en production de modèles de machine learning, ça pose en fait énormément de challenges qu'on n'a pas forcément dans l'ingénierie logicielle classique. C'est un monde duquel je viens, l'ingénierie logicielle, au départ c'était ma formation, après je suis plutôt parti côté data. Et en fait je me suis rendu compte, et je pense aussi d'avoir fait ce passage, je me suis rendu compte de toutes les problématiques qu'on a en machine learning, qu'on n'a pas forcément en développement logiciel. Le versionning, donc, qui existe dans du développement logiciel classique, sauf que côté ML, vous allez avoir en plus le versionning de vos modèles, le versionning de vos data, être sûr que tout tourne dans des versions qui soient compatibles. Le fait de pouvoir avoir de la reproducibilité, de pouvoir réexécuter des anciens modèles, de pouvoir comparer des résultats, des choses comme ça. Le monitoring qui ne va pas se cantonner uniquement à du monitoring, vérifier si on a des exceptions dans notre code ou non, mais aussi à s'assurer que notre modèle il performe bien et qu'il performe bien dans le temps. Déployer vos applicatifs sur du hardware dédié, que ce soit du GPU ou même du TPU. Puis aussi des contraintes de data quality. Enfin, on a vraiment beaucoup de challenges quand on développe un modèle de machine learning et une application de machine learning au sens large. Et du coup, ça pose pas mal de soucis. Et si certains se posent la question sur ma stack technique aujourd'hui, en fait,
Elle va un peu représenter ce côté un peu large spectre du job aussi, avec d'un côté une partie ML, où quand on veut faire de la data quality, alors en l'occurrence chez Malte, on va utiliser GCP, donc nos données vont être stockées dans BigQuery, donc c'est là où je vais les manipuler, là où potentiellement je vais faire de la data quality. Forcément, on doit connaître aussi un petit peu les frameworks de machine learning pour pouvoir derrière les intégrer correctement. Après, on a toute la partie développement, où là, globalement, on va rester quand même plutôt sur du Python. Après, peut-être de temps en temps, on va aller sur d'autres langages, mais globalement, on va rester sur du Python. Puis, en fait, il y a toute une partie Ops aussi qui va se rajouter, avec d'une part tout ce qui va se passer sur votre CI/CD, en l'occurrence, nous on utilise GitLab, et puis derrière du Kubernetes et du Terraform pour manager toute votre partie plateforme et là où vos applicatifs tournent. Pour vous donner des exemples concrets de projets sur lesquels j'ai pu travailler, et pour vous donner des exemples d'initiatives qu'on peut prendre côté MLOps, j'ai travaillé sur un dashboard de monitoring. L'idée était de relier des métriques plateforme, donc concrètement CPU, RAM, à des métriques plus liées au modèle. Quels sont les scores de votre modèle, à des métriques business. Est-ce que notre taux de conversion est bon ou pas chez Malte? L'idée, c'est d'avoir vraiment cette vue 360 qui caractérise aussi un peu le métier. Une initiative aussi autour du feature management. La question, c'est comment on store, comment on accède et comment on monitore nos features dans le temps et comment on s'assure de leur qualité dans nos modèles. Pardonnez-moi, en plus, je sais que c'est enregistré, mais on a tendance à dire en machine learning shit in, shit out. Si vos features ne sont pas bonnes, en sortie, vous n'aurez pas forcément quelque chose de très intéressant. Aussi une expérimente plateforme, une autre initiative que j'ai pu mener. L'idée était de permettre aux data scientists de facilement pouvoir entraîner plusieurs configurations de modèles sur des hardware potentiellement différents quand vous cherchez par exemple la carte graphique qui aura le meilleur rompement coût par rapport à performance pour votre modèle. L'idée était d'automatiser ça et qu'ils puissent d'un clic dire je veux lancer 10 modèles avec des configurations différentes sur des hardware différents. Et un autre sujet qui m'a beaucoup occupé cette année, et je pense que vous êtes là pour ça, le déploiement d'une vector database et tout ce qui s'ensuit. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Pour pouvoir faire ça, on va partir plutôt des besoins qu'on a eus. L'idée, c'est de ne pas vous dire on a mis en place une vector base de données, on a choisi celle-là et voilà ses caractéristiques et vous repartiez avec ça. L'idée, c'est plutôt de comprendre la démarche. En fait, pourquoi on en est arrivé là, pourquoi on a vu qu'on en avait besoin d'une et on ne s'est pas dit juste on sait que c'est trendy et on va en mettre une. Et essayer de vous montrer à travers cet exemple pourquoi on en est arrivé là. Pour commencer, un peu de contexte vraiment très général, le matching chez Malte et encore plus dans mon équipe, c'est vraiment le cœur de notre team, c'est vraiment ce qu'on fait au quotidien et ce qu'on essaie vraiment de faire. Donc qu'est-ce qu'on appelle matching? Le matching, c'est on prend un freelance qui va avoir un certain nombre de caractéristiques ou d'attributs. Il va avoir une description, il va avoir des skills qu'il maîtrise, il va avoir aussi des préférences, il va vouloir travailler en remote ou sur site ou autre, il va avoir une localisation aussi, en l'occurrence surtout s'il veut travailler sur site. Et en face, on va recevoir des projets de clients qui vont aussi avoir, eux, des caractéristiques. Donc, pareil, des descriptions, des skills qu'ils vont rechercher, aussi des préférences sur la manière de travailler, est-ce que c'est sur site, est-ce que c'est en remote, etc. Et nous, notre but, ça va être de faire ça, de les faire matcher et que les deux soient le plus heureux possible, que le porteur de projet ait trouvé les meilleurs freelancers qui vont répondre à sa problématique et que les freelancers aient trouvé une entreprise dans laquelle ils vont pouvoir s'épanouir. Du coup, dans ce contexte-là, comment commence réellement notre histoire? Notre histoire, elle commence à peu près quand je suis arrivé chez Malte. On était dans une phase où on avait beaucoup de croissance, ou en tout cas l'équipe de data science s'est beaucoup agrandie. Et puis, on commençait à voir un petit peu les limites de notre modèle actuel. Sans trop rentrer dans les détails de comment il marchait, on était sur des anciennes générations, sur toute la partie NLP. On fait beaucoup de du NLP, donc Natural Language Processing. L'idée, c'est d'arriver à comprendre ce que le client demande et de comprendre ce que le freelance a expliqué dans son profil pour arriver à faire un matching correct. Et donc, l'idée était de dire, bon, notre modèle était un peu sur des anciennes générations. Il faut qu'on développe quelque chose de nouveau, qu'on fasse un gap technologique. Et ce gap technologique, il était censé répondre à plusieurs critères et nous permettre de résoudre plusieurs choses. Le premier, c'était de résoudre les cas les plus complexes. En fait, vous avez certaines
projets qui sont vraiment très complexes dans la manière dont c'est expliqué, etc. Et on voyait vraiment le bout de nos modèles qui faisaient, pas exactement ça, mais qui étaient plus un petit peu en faisant du skill matching. Et en fait, on voulait vraiment quelque chose qui comprenait beaucoup mieux le langage. Par derrière, et je m'adresse, je pense, à une communauté plutôt de data science, on voulait plutôt passer sur des technos, transformers, on avait du mécanisme d'attention, des choses comme ça. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais voilà, on voulait quelque chose qui comprenne vraiment mieux le langage, dans un but de recommander toujours les meilleurs freelancers. Et on avait besoin donc forcément que la solution soit robuste et aussi qu'elle scale. C'est quelque chose qui est très important pour nous. On commençait là aussi à avoir les limites. Pour vous donner une idée, le nombre de freelancers, il a à peu près doublé depuis que j'ai rejoint l'entreprise, dans notre base de données de freelance. Et du coup, on a besoin de quelque chose qui scale. On ouvre aussi régulièrement des nouveaux pays. Ça pose plein de problématiques liées à la langue, où on n'a pas forcément de données dans ces langues-là, donc il nous fallait aussi des modèles qui gèrent tout ça et qui nous permettent très rapidement d'ouvrir un nouveau pays et d'absorber une grande quantité de freelance d'un seul coup. Donc du coup, l'équipe des data scientists s'est réunie et donc pareil, on va essayer de rester à un haut level au niveau du modèle, puisque c'est pas le but du talk de ce soir. Ils se sont réunis, ils ont dit ok, on va construire un réseau de neurones qui va se baser sur un large language model qui sera lui-même entraîné pour faire du matching sémantique. Et puis tout simplement, après le dur travail de mes collègues data scientists, on pourra envoyer dans ce modèle un freelancer et un projet. Et on retournera en sortie un score entre 0 et 1 qui nous permettra de dire est-ce que le freelance est pertinent pour le projet ou pas. Donc là, ça marche. Enfin, c'est globalement, on était capable de développer ça. La grosse problématique qu'on a avec ça, c'est que en fait, ici, on a 550 000 freelances. Et en fait, à chaque fois, vous allez être obligé d'envoyer votre paire de freelance et de projet. En fait, vous allez appeler votre modèle 550 000 fois. Et puis, de l'autre côté, on a aussi pas un seul projet par jour ou par semaine, on en a plein. Donc la problématique, c'est que vous avez une cardinalité qui explose et vous vous retrouvez à avoir quelque chose qui va être globalement lent, mais de très bonne qualité. Donc on s'est dit, ok, on a cette brique-là, enfin on ne l'avait pas développée, mais on est capable de faire ça. Le problème, c'est que même si on le développe, on ne sera pas capable de le mettre en production et en tout cas de répondre dans un temps raisonnable, puisqu'en fait, on aura trop d'appels à faire au modèle. Donc, une solution, entre guillemets, auquel on peut tous penser, c'est de dire, ok, préfiltrons. On n'a qu'à filtrer avant, et puis pas envoyer 550 000 freelance au modèle, mais il faut en envoyer une sous-partie. Donc, effectivement, ce n'est pas scalable. Ok, du coup, c'est ce qu'on s'est dit. Alors après, vous vous dites, comment on fait notre présélection? Donc vos présélections, en vrai, on pourrait la faire de manière très basique, très naïve. On fait du skill matching et on prend, le projet demande à un développeur Java, on prend que les freelances qui ont déjà Java dans leur tag et voilà, on a énormément réduit notre cardinalité. Le problème, c'est que c'est pas hyper quali. On va se retrouver avec une première phase qui va nous retourner des free qui sont peut-être pas tous pertinents. Peut-être de l'autre côté, on va rater quelqu'un qui aurait mis Kotlin, alors que c'est très proche de Java, des choses comme ça. Donc il nous faut quelque chose de plus intelligent. Du coup, on a plutôt décidé de faire ici aussi un réseau de neurones. On a plutôt décidé de partir sur un réseau de neurones. Ce qu'il faut bien comprendre, et on va expliquer après comment ce réseau de neurones est fait. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ici, on va builder cette première partie pour le recall. On va vraiment optimiser le recall. Donc pour peut-être les personnes qui ne sont pas forcément familiers avec les métriques de data science, le recall, ça va être votre capacité à détecter tous les éléments pertinents parmi une population donnée. L'idée, c'est que parmi vos 550 000, vous ne ratiez pas de freelance qui sont pertinents, quitte à en inclure certains qui seront peut-être un peu moins pertinents, puisqu'en fait, vous aurez votre deuxième phase derrière qui va faire votre e-rank. Donc là, l'idée, c'est vraiment, et c'est un vrai choix, c'est de dire ici, il ne faut surtout pas qu'on se rate et il ne faut pas qu'on élimine dès cette première étape des personnes qui auraient été très pertinentes. Après, on ne peut pas non plus, votre recall idéal,
En tout cas, vous avez un recall idéal si vous renvoyez vos 550 000 freelance. Forcément, vous ne pouvez pas faire ça. Donc, il faut réduire assez, mais s'assurer que vous gardiez bien toutes les personnes pertinentes. Donc, en schéma, ça donne ça. Vous avez un premier pool de plein de freelance. Vous le passez dans votre première étape qu'on va appeler un retrieval. Vous avez une sous-partie, et puis derrière, vous appelez donc votre ranking qu'on a vu sur la slide précédente et qui vous permet d'obtenir les freelancers les plus pertinents pour ce projet. Donc là, vous vous dites, en plus, vous dites, oui, ok, mais quelle est la différence entre la première brique et la deuxième brique? En plus, j'ai parlé d'un réseau de neurones pour les deux. Pourquoi celle-là irait vite et celle-là irait pas vite? Donc effectivement, la première étape, nous, on veut qu'elle soit rapide. La deuxième, on veut qu'elle soit pertinente. Et on reviendra là-dessus après, sur le fait qu'on veut aussi potentiellement inclure certains filtres métiers qu'on va avoir, parce que le produit veut potentiellement nous forcer le modèle à avoir certains comportements. Un exemple typique qu'on a, c'est un projet, on nous demande que ce soit sur site. On ne va pas proposer des freelances qui veulent travailler en remote. Ça n'a pas de sens. Chacun a son avis et on ne va pas forcer les gens à faire ça. Donc du coup, on a aussi des besoins d'inclure des filtres qu'on appelle des hard filters produits dans cette étape-là. Et en plus, c'est bien parce que du coup, ça nous réduit le pool pour la partie ranking qui va être plus lente. Du coup, on en arrive à notre architecture de notre retriever. Quelle est la différence avec le premier modèle que je vous ai montré? Le premier modèle que je vous ai montré, on parlait de cross-encodeur, à savoir qu'on envoie nos deux éléments en même temps à notre modèle. Et c'est notre modèle qui va ensuite gérer lui-même avec ces deux éléments pour nous donner le score. Ici, on va avoir une approche un peu différente. On va en fait utiliser un modèle pour calculer des vecteurs. Donc on va utiliser un encodeur, ce qu'on appelle un encodeur. Vous prenez votre freelancer, il a un job title. Vous allez prendre un encodeur qui aura été pré-entraîné avant sur une tâche de similarité. Donc le but de l'encodeur, c'est de dire si des contenus sont similaires, sont proches ou pas, étant donné une métrique. Et vous allez faire la même chose côté projet. Et en fait, une fois que vous avez ça, donc au lieu d'envoyer tout dans un modèle, vous avez vos deux parties. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez calculer une similarité. Donc là, c'est en fonction de comment a été entraîné votre encodeur. Généralement, ils sont entraînés sur une similarité cosine. Vous pouvez avoir d'autres similarités, enfin d'autres distances de similarité. Mais le principe reste le même. Quel est l'avantage de faire ça? En fait, de faire ça, vous voyez, nos deux parties, elles sont complètement indépendantes. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est pré-computer. En fait, toute la partie gauche, ici, sur nos freelances, on va pouvoir calculer tous leurs embeddings à l'avance, ou de manière journalière, en tout cas de manière totalement asynchrone, ou quand ils mettent à jour leur profil, par exemple. Et derrière, quand on reçoit un projet, la seule chose qu'on va avoir à faire, c'est calculer uniquement cette partie-là, et ensuite, vous devez faire votre similarité. Ici, vous devez toujours faire 550 000 calculs si vous voulez être exhaustif, mais on va revenir dessus. Et en tout cas, c'est quand même beaucoup plus rapide que d'envoyer 550 000 paires dans un réseau. Une autre manière de le voir, un peu plus visuelle, c'est de dire, en fait, on va pouvoir précalculer un espace sémantique dans lequel on va pouvoir projeter tous nos freelances en fonction de leurs caractéristiques sémantiques. Et cet espace, via le modèle qu'on utilise, va mettre proche des freelances qui auront une sémantique proche. Donc, par exemple, ici, Java et Kotlin développeurs. Et du coup, quand j'ai un projet qui arrive, je vais prendre mon projet, je vais pouvoir le projeter dans mon espace sémantique. Et ensuite, la seule chose qui me reste à faire, c'est trouver ses plus proches voisins. Ce qu'on appelle un KNN search, Can Nearest Neighbor Search. Dans la réalité, ce KNN search, ça va encore être un peu trop lent pour nous. Et du coup, on va l'accélérer. Et pour ça, on va utiliser un algorithme plutôt qui s'appelle, un ensemble d'algorithmes, parce qu'il n'y en a pas qu'un seul qui fait ça. On va utiliser des algorithmes dits ANN pour Approximate Nearest Neighbor Search. Donc, ils vont fournir une version approximée de ce qu'on veut, mais qui sera suffisante dans notre cas. On reviendra après, parce qu'il faut quand même évaluer ça et être sûr qu'on n'a pas trop de pertes à cette étape-là. Je pense que là, vous commencez à voir où se dessine la base de données vectorielle. Je pense que vous commencez à voir pourquoi on en avait besoin et en quoi ça nous intéressait.
Quelques arguments en plus sur pourquoi ici on avait besoin d'une base de données vectorielle, puisque globalement ça fait exactement ça, hein. Ça va nous permettre de stocker nos vecteurs et ensuite de chercher les plus proches. Le premier intérêt, c'est ce que je vous disais, donc déjà ça va nous proposer les meilleurs algorithmes ANN. Alors vous pouvez aussi l'avoir sur des librairies, l'avantage c'est qu'ici vous l'aurez at scale, vous l'aurez potentiellement en mode distribué, si jamais vous voulez déployer votre base de données dans un cluster. Ensuite, pourquoi le faire dans une base de données plutôt que le faire directement en mémoire? Vous avez une seule source de vérité. Si votre applicatif il tourne sur plusieurs pods et que vous avez plusieurs applicatifs en parallèle qui tournent, chacun a la même source de vérité et ils partagent tous les mêmes données et vous n'avez pas des problèmes de désynchronisation de données et puis vous ne recopiez pas la donnée 10 fois pour chacun de vos applicatifs. Et puis ça permet aussi de garder les données beaucoup plus facilement à jour. Si vous avez vos données en mémoire et que vous faites votre ANN en mémoire, en fait, si jamais vous avez un freelance qui modifie son profil et que vous voulez le mettre à jour, vous êtes obligé de redémarrer votre applicatif. C'est un peu gênant. Ici, vous pouvez uniquement modifier votre base de données et puis quand votre applicatif appellera votre base de données, il aura toujours les données les plus à jour. Avant de parler de comment on a sélectionné notre base de données, celle qu'on a retenue, on va parler rapidement des concepts et de comment s'organiser un petit peu dans une vector DB. L'idée, c'est qu'on a un peu tous le même vocabulaire après, que ce soit clair pour tout le monde. Donc pour ça, on va partir d'une base de données relationnelle classique, SQL. Dans une base de données relationnelle classique, je pense que je ne vais rien vous apprendre sur cette slide, mais vous avez des tables. Dans chaque table, vous avez des records ou des rows. Et puis, généralement, vous allez avoir un ID. Ce n'est pas forcément obligatoire, mais dans la majorité des cas, on en a quand même un. Puis ensuite, vous allez avoir vos différentes colonnes sur lesquelles vous allez pouvoir filtrer. Si on reprend, nous, dans notre cas, vous allez avoir potentiellement les skills du freelance, ses préférences en termes de remote policy et des choses comme ça. Dans une vector database, votre table, ça va devenir plutôt une collection. Alors, les termes changent et j'en suis désolé, en fonction de la base de données que vous allez utiliser, vous n'allez pas forcément avoir les mêmes termes. Ici, je me suis basé sur la nomenclature qui est utilisée dans une base de données qui s'appelle Quadrant, qu'on reverra par la suite, vous vous en doutez. Ici, si vous utilisez par exemple Elasticsearch, qui aujourd'hui a la capacité de faire de la recherche vectorielle, vous aurez ici un index, mais c'est la même chose. Ici, vous avez une collection. Ensuite, vous allez avoir non pas des lignes, mais des points qui vont contenir votre vecteur, mais pas que. On ne peut pas dire là que c'est directement le vecteur. En fait, c'est une structure qui contient le vecteur. Et puis ensuite, vous allez avoir un ID pour chacun de ces points. Vous allez avoir vos dimensions, enfin votre vecteur avec toutes ces dimensions. Donc là, le nombre de dimensions dépendra de la taille du modèle. Et puis, vous allez avoir quelque chose après qu'on peut appeler une payload, qui généralement sera en format JSON et qui contiendra ici tous les attributs de vos objets et qui vous permettront derrière de filtrer dessus notamment. Et aussi, quand vous récupérez du coup un vecteur, vous avez accès à tous ces attributs en même temps, ça vous évite d'aller les chercher ailleurs. Ceci étant dit, on peut passer à la section suivante sur comment on a sélectionné notre base de données vectorielle. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, on s'est dit « Ok, on en a besoin d'une ». On a commencé à faire des recherches sur Google et puis on est un peu tombé là-dessus. Je pense que j'en ai oublié. J'ai essayé d'en être le plus possible, mais je pense que j'en ai oublié. Et puis, vous avez des choses très différentes. Vous avez des nouveaux acteurs, en tout cas des acteurs qui sont là uniquement pour faire de la base de données vectorielle. Je pense à Pinecone, par exemple, qui sont vraiment là, qui se vendent vraiment comme étant ça. Et puis après, vous avez des acteurs un peu plus anciens ou traditionnels, en tout cas qui faisaient d'autres choses, enfin d'autres produits avant. Je pense à Elasticsearch, je pense même à PostgreSQL, qui maintenant est capable aussi de faire de la recherche vectorielle. En tout cas, on a un landscape de techno. C'est pas forcément simple de savoir laquelle qu'on va utiliser. Puis si on regarde un peu ce que nous dit Google Trends nous dit qu'a priori on n'en a pas fini et depuis 2023 on a une explosion du nombre de recherches autour de ça et que c'est hyper trendy en ce moment et que voilà, on a beaucoup d'acteurs, tout le monde essaye de communiquer dessus, tout le monde dit qu'ils sont meilleurs que les autres et voilà, c'est pas forcément simple à démêler le vrai du faux. Du coup, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait qu'on trouve des critères d'évaluation. En tout cas, on a reconsidéré nos besoins et on s'est dit, ok,
qu'est-ce qu'on veut réellement sur notre base de données vectorielle idéale? Le premier, c'est on veut de la performance. On veut que ça aille vite, on l'a dit. C'est notre première étape. On a besoin que ce soit ultra rapide. Et en plus, au-delà de la vitesse pour la vitesse, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus vous allez l'avoir vite, plus vous allez pouvoir avoir des usages de votre base de données vectorielle, de votre produit en fait même in fine. C'est quelque chose qui est hyper important en discutant avec les équipes produits et qu'on m'a dit, c'est ok, si vous arrivez à développer quelque chose qui est beaucoup plus rapide qu'aujourd'hui, aujourd'hui on peut parler de plusieurs secondes de latence, si on arrive à la seconde ou même en dessous de la seconde, on peut proposer potentiellement une expérience différente sur la plateforme. Donc en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'ici la performance, c'est pas uniquement pour dire on va vite et c'est bien, c'est aussi pour dire en vrai, si on va vite, on peut peut-être proposer quelque chose de nouveau à nos clients, peut-être de mieux à nos clients, et c'est quelque chose qui est hyper important pour nous. La deuxième, c'était on voulait s'assurer que l'ANN soit de qualité. Comme je vous ai dit tout à l'heure, un KNN ce sera trop long à effectuer. On est obligé de faire de l'ANN. Si les data scientists ils développent un modèle qui est top, ils viennent me voir et qui me disent voilà, on a un super modèle, ça marche à tous les coups, c'est trop bien. Et que moi je leur déploie une base de données vectorielle où derrière l'ANN est aléatoire, même dans le pire des cas, je pense qu'ils vont pas être hyper contents d'avoir passé des mois à développer quelque chose où derrière toute la qualité est cassée par la vector database. Et le dernier point sur lequel on va beaucoup s'attarder, sur lequel les bases de données vectorielles communiquent pas forcément beaucoup, c'est les capacités de filtering. Comme je vous ai dit, on a ce qu'on appelle des hard filters produits qu'on doit absolument inclure dans notre applicatif, qui sont aujourd'hui inclus dans l'applicatif, et on voulait que ce soit possible de le faire directement dans la base de données vectorielle. Alors pourquoi? Parce que vous pourrez vous dire, le filtering, au final, on le fait avant. On prend tous nos freelances avant, on applique notre hard filter, derrière on passe notre retriever, et puis ça va bien se passer. Je ne vois pas pourquoi on inclurait ça dans notre base de données vectorielle. Donc ce serait un peu ce schéma-là, c'est de dire on prend tous nos candidats, on fait un premier filtre, et puis ensuite on va rechercher les meilleurs sémantiquement. En fait, si vous faites ça, quand vous allez appeler votre base de données vectorielle, vous allez devoir lui indiquer pour chaque élément, est-ce que vous voulez le considérer ou pas le considérer. Alors, soit vous l'indiquez pour chaque élément, soit vous indiquez tous les éléments que vous voulez, soit vous indiquez tous les éléments que vous ne voulez pas. La problématique est la même dans tous les cas. C'est en gros, vous devez indiquer à votre vector database les éléments qu'il doit ignorer. Ça a deux problématiques. La première, c'est en termes de perf. Vous allez devoir passer je ne sais pas combien d'éléments à chaque fois et lui dire s'il doit les considérer ou pas. Donc ça, forcément, ça va augmenter, plus votre nombre de freelance va augmenter, plus votre nombre d'éléments dans votre base de données va augmenter, et aussi potentiellement plus vos filtres seront agressifs, entre guillemets, en tout cas plus les filtres seront efficaces et enlèveront beaucoup d'éléments. Si vos filtres enlèvent beaucoup d'éléments et que vous envoyez tous les éléments que vous devez enlever à votre base de données, vous voyez que la taille de ce que vous allez envoyer va augmenter énormément. Et puis c'est un autre effet un peu caché. Pour ça, il faut comprendre un peu comment fonctionnent les algos ANN. Alors, il y a plusieurs algorithmes qui existent. De manière générale, ça va être des algos qui vont se baser sur des graphes. L'algo le plus connu s'appelle HNSW. Et en fait, ils vont utiliser des graphes derrière pour pouvoir chercher les sommets les plus proches. Et en fait, quand vous allez faire ça, quand vous allez interroger votre base de données en lui disant désactive-moi tel nœud, tel nœud, tel nœud, tel nœud, tel nœud, tel nœud de mon graphe, en fait, vous allez arriver sur un graphe qui va être complètement discontinu et vous n'allez plus pouvoir naviguer dedans. Et en fait, le fait de ne plus naviguer dedans, vous n'allez plus pouvoir trouver les éléments qui vous intéressent. Et en fait, votre qualité de matching et votre qualité d'ANN va s'écrouler. Si vous avez des questions, j'ai des slides bonus où on voit en fonction de la navigabilité du graphe derrière la qualité de votre ANN. Et en fait, il y a un moment où vous arrivez et vous avez vraiment une courbe qui fait ça et qui s'écroule d'un seul coup. Parce qu'en fait, votre graphe commence à être totalement plus navigable. Donc ça, c'est problématique et on ne voulait pas ça. Et du coup, on s'est dit, aussi un petit peu au début, c'est pas grave, on va faire du post-filtering. On ne peut pas le faire avant, on n'a qu'à le faire après. Donc du coup, le schéma serait celui-là. On commence d'abord par faire notre requête sémantique et puis ensuite on filtre. Là, je trouve que le problème est plus visible, surtout en plus quand on en a parlé avant.
En fait, si vous faites ça à l'étape avant de votre filtering, nous, on veut quand même s'assurer que pour chaque projet, on va retourner certains freelances pertinents. En fait, vous allez être obligé de demander beaucoup plus d'éléments à votre vecteur DB. Encore une fois, surtout si derrière, vous avez des filtres qui sont un petit peu rudes et qui vont en enlever beaucoup. Vous allez devoir demander énormément d'éléments ici, et ça va avoir un impact direct sur vos performances. Encore une fois, ça dépend des algos, mais généralement, c'est très corrélé entre la performance de votre vecteur DB avec le nombre de candidats que vous lui demandez. Donc du coup, on ne voulait pas ça non plus. Donc du coup, on devait trouver une base de données qui gère du filtering, et en fait, dans la réalité, c'est de plus en plus. Maintenant, quasiment toutes les bases de données le gèrent, à des degrés plus ou moins importants. Et alors nous, il y avait un filtre qui nous embêtait énormément et qui est très peu supporté dans les bases de données vectorielles, c'est les filtres géospatiaux. On a une approche qui est plutôt locale sur Malte. En tout cas, quand un client nous demande un freelance sur site, on va essayer de recommander des freelances qui sont proches, ou en tout cas qui ont déclaré pouvoir travailler à cet endroit-là. Donc on a besoin de faire du filtrage par coordonnées GPS et s'assurer qu'on est assez proche du projet quand on recommande des freelances. Et ça, il n'y a pas beaucoup de bases de données qui le supportent. Ce qui a fait que notre choix a été très vite limité, et je vous donne ici les résultats de notre benchmark. On va expliquer colonne par colonne. Mais, alors je l'ai mis ici, mais en fait vous voyez qu'on n'a pas de chiffres. Par exemple, Pinecone ne le gérait pas, on l'a tout de suite éliminé. Et on ne pouvait pas garder cette base de données-là parce qu'en fait, il ne gérait pas la capacité de filtrer de manière géospatiale. C'était vraiment quelque chose d'hyper important pour nous. Si on revient sur ce benchmark, qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit nos trois grands critères que j'ai cités au début. Donc la première colonne QPS pour le nombre de queries par seconde. Donc ça c'est une question de performance. Nous deuxième colonne de précision. Je vais expliquer comment on les a calculés. Et notre dernière colonne sur le filtering, celle-là c'est la plus simple, sur le filtering. Donc comme j'ai dit, Pinecone il n'était pas éligible et on avait Face aussi. Alors Face c'est un peu spécial. En fait, c'est pas une base de données vectorielle, c'est une librairie qui permet de faire de l'ANN. En fait, on l'a testé plutôt pour avoir une baseline, pour se donner une idée de qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme query par seconde si on le faisait in-memory et quelles seraient nos précisions. L'idée était vraiment d'avoir une baseline et après de voir un peu comment se comportaient les autres bases de données par rapport à ça. Mais en fait, on savait quasiment dès le départ qu'on n'allait pas déployer ça. On l'a aussi testé, on s'est dit si on trouve rien d'autre, on sera obligé de le faire in memory et potentiellement on prendra ça. Mais l'idée c'était a priori de ne pas partir là-dessus. Quelles sont les autres bases qu'on a testées? On a testé Elasticsearch. Alors pourquoi? Parce que déjà on avait toutes les capacités de filtering qui nous allaient. C'est une techno qu'on connaît bien chez Malte, qu'on utilise déjà, que moi aussi j'ai pu utiliser sur des expériences précédentes. C'était quelque chose où on était confortable avec, on aimait bien et on s'est dit pourquoi pas. On a testé pgvector. Pgvector, du coup, qui est une extension de PostgreSQL et qui permet de faire ça, de la recherche vectorielle. Pourquoi? Parce que là aussi, on aime bien PG. On en a chez Malte, on connaît bien. On était à l'aise avec ça. Donc, pareil, solution un peu de confort, on va dire. Et on a testé une autre base de données, celle-là, pour le coup, qu'on ne connaissait pas du tout, qui s'appelle Quadrant, qui est développée par une entreprise qui a le même nom, qui est un produit assez jeune, qui est vraiment dédié à ça. Et alors pourquoi on les a testés? Parce qu'on a vu pas mal d'articles qui parlaient d'eux, plutôt en bien. On a échangé aussi avec d'autres entreprises, d'autres équipes qui nous ont plutôt recommandé. Et aussi que sur leur site, vous pouvez trouver un très beau benchmark de Vector Database où ils sont toujours premiers. Vous rigolez, mais du coup, on s'est dit, en vrai, testons s'ils disent qu'ils sont toujours premiers, est-ce qu'ils mentent ou est-ce qu'ils mentent pas. Et donc du coup, vu que c'est très simple d'installation et aussi qu'en parcourant rapidement leur doc, je trouvais que tout tombait vraiment sous le sens. Quand on lisait, j'avais vraiment l'impression qu'ils avaient eu les mêmes problématiques que nous, ils y répondaient parfaitement bien et qu'à chaque fois que je cherchais quelque chose dans leur documentation, je tombais exactement sur ce que je voulais. Donc la solution en vrai nous semblait pas mal, mais effectivement il fallait valider si c'était normal qu'ils soient toujours premiers dans tout leur benchmark. Donc première évaluation qu'on a fait sur ces trois bases,
et sur Face aussi. Ça a été donc les tests de perf, donc en query par seconde. L'idée, ça a été de remplir un index de vecteurs. Donc je crois qu'on avait utilisé ce dataset là aussi. On devait avoir 1 million de vecteurs, chacun de 960 dimensions. Et l'idée, c'était de demander à chacune des bases de me retourner les 100 vecteurs les plus proches d'un vecteur donné avec une distance L2, donc une distance euclidienne. Les résultats sont à peu près les mêmes en cosine, mais juste le modèle, enfin le corpus avait été créé pour ça, donc on a préféré rester en L2. Ce qu'on a vu est aussi déployé donc, sur une même machine en mono, je sais pas du coup si on peut dire monocluster, mais en tout cas en single instance, pas en mode distribué. Du coup, ce qu'on voit, c'est Elasticsearch. On a été un petit peu déçus, pour être tout à fait franc. Nous, c'était un petit peu notre chouchou avant de commencer le benchmark. On a été un petit peu déçus. Face s'en sort extrêmement bien. On voit que les perfs sont assez impressionnantes. PG Vector, c'est pas si mal, mais on va revenir après sur les histoires de précision. En gros, PG Vector, c'est soit vous le mettez précis et on était à moins d'une requête par seconde, soit vous mettez en pas précis et vous êtes à plus d'une requête par seconde. Mais du coup, c'était assez décevant après niveau qualité. Et Quadron qui s'en sortait relativement bien par rapport aux autres. Alors, pas par rapport à Face, mais en tout cas, pour avoir toutes les autres fonctionnalités qu'il a, il s'en sortait plutôt bien. Ensuite, on arrive sur les mesures de qualité. Alors, les mesures de qualité, comment on a calculé ça? En fait, on a trouvé un dataset dont j'ai parlé un tout petit peu avant, qui s'appelle le TexMex Corpus, qui est fait par l'Université de Rennes. Et merci à eux, parce que j'ai galéré à trouver un corpus comme ça, et il était vraiment top. Où ils vous donnent 1 million de vecteurs, chacun de 960 valeurs, et ils vont vous donner 1000 query vectors, donc 1000 vecteurs, pour lesquels ils vous donnent les 100 vecteurs les plus proches. Donc en gros, vous avez votre ground truth et votre KNN. En gros, ils ont fait un KNN, eux, et ils vous disent, voilà, sur ces 1000 queries, les 100 vecteurs les plus proches parmi ces 1 million, c'est ceux-là. Et en fait, nous, ce qu'on a pu faire, c'est faire la même chose avec notre ANN, c'est dire, donne-moi 100 vecteurs, et puis on a regardé si on avait les mêmes ou pas que on l'a mesuré de deux manières différentes. On a fait une précision à 10 et une précision à 100. L'idée, c'est de dire, à 10, je demande à ma vecteur DB 10 vecteurs, et je regarde parmi ces 10, combien étaient parmi les 100. Et puis, le deuxième, c'est, je demande 100 vecteurs, et je regarde combien étaient parmi les 100. Donc, forcément, les précisions à 10 sont meilleures, parce que vous en cherchez 10 parmi 100, là où les précisions à 100, vous cherchez les 100 parmi les 100, donc c'est plus dur. Précision à 10, il n'y a pas grand-chose à dire. En vrai, elles étaient toutes parfaites, sauf PG. Qui pourtant était ici configuré pour être rapide. Du coup, oui, effectivement, il était configuré pour être rapide. Si on le mettait en haute qualité, il était beaucoup plus lent, mais effectivement, on atteignait 1. Mais du coup, on voit que dans ce mode-là, il était déjà dégradé, même à la précision à 10. Et sur la précision à 100, on se rend compte que Face s'en sort le mieux, suivi d'Elasticsearch. PG Vector s'écroule complètement ici. On n'était du coup pas du tout satisfait. Et Quadron s'en sort pas trop mal. Petite déception ici, pour être tout à fait honnête. Qu'est-ce qu'on a fait à la sortie de ce benchmark? Parce qu'en fait, on n'a aucun candidat qui vraiment surpasse tout le monde sur toutes les catégories. Qu'est-ce qu'on a fait? On a choisi Quadrant. Pourquoi? Parce que la partie vitesse, c'était quand même vraiment très importante pour nous. Et en fait, au-delà de ce benchmark, et on va revenir au benchmark qu'il y a sur le site de Quadrant qui vous a fait un petit peu rire. En fait, on retrouve à peu près les métriques qu'il donnait. Alors, pas en valeur absolue, mais plutôt en termes d'échelle, en termes relatifs. En fait, on retrouvait un petit peu ce qu'il disait par rapport à Elasticsearch. En fait, c'était ça qui m'avait vraiment choqué au début. Ce qu'il disait, Elasticsearch est extrêmement lent par rapport à nous, et j'avais du mal à le croire. Et en fait, sorti de ce benchmark, on s'est rendu compte que nos valeurs étaient, en termes d'échelle, assez proches de ce qu'eux avaient en termes de proportion. Et donc du coup on s'est dit on peut peut-être commencer à les croire en fait, ces personnes qui sortent un peu d'on ne sait où, qui proposent ce produit ou disent qu'ils sont toujours les meilleurs. Et du coup on a commencé à vraiment les croire. Et en fait cette histoire de précision ici, en fait ce qui se passe c'est comme je vous ai dit avant, les index sont basés sur des graphes et en fait quand vous créez votre index ou votre collection, vous pouvez configurer un petit peu ce graphe, notamment son degré de connectivité et dire crée-moi un petit peu plus de liens entre les nœuds pour améliorer la précision.
vous allez perdre un peu en performance. En fait, nous, ça nous suffisait. On était prêt à perdre en fait, un petit peu ici, quitte à gagner là. En fait, ce que vous voyez ici, c'est qu'on ne pouvait pas forcément gagner ici en perf, quitte à réduire un peu en précision. Par contre, ici, on pouvait gagner un peu en précision, quitte à perdre un peu en perf. Donc, c'est ce qu'on a préféré faire et on s'est tourné vers cette solution-là. Voilà. On arrive du coup là à la fin de cette partie où on a choisi notre vector database. Je vous propose que je vous explique maintenant comment on l'a déployé, puisque du coup, comme on en a parlé au début, il y a aussi une partie de mon métier qui est après sur le déploiement. Ce n'est pas uniquement de tester et de vérifier comment marchent les applicatifs et de voir ce qu'on peut déployer de mieux, mais c'était aussi de déployer. Alors, la première chose qu'on a fait, c'est que bon, pour tester, on en reparlera un petit peu après, pour tester, Quadrant offre une image Docker. Honnêtement, c'est nickel. Vous avez 2 commandes, vous récupérez l'image, vous la lancez en local et vous pouvez commencer à bosser dessus. Sauf qu'entre bosser sur une image Docker sur votre machine et puis déployer ça après et que ça tourne en production, il y a un peu un gap. Le premier gap important à avoir, c'est que vous allez avoir besoin de résilience quand vous allez être en production. Vous ne voulez pas qu'à un moment donné, vous ayez votre applicatif qui tourne, la machine pour une raison ou une autre crash, il faut que vous pouvez continuer à assurer du service. Et puis vous allez commencer à vouloir un petit peu plus de performance. Pour avoir un peu plus de performance, vous allez commencer à vous dire est-ce que je ne peux pas distribuer un peu mes calculs. Donc la première chose à dire, c'était de dire ok, on veut déployer Quadrant, mais on veut le déployer en mode cluster. Donc on va avoir plusieurs machines qui vont tourner. Et en fait, votre collection, vous allez la découper et pour mettre une partie sur chaque machine. Donc ici, imaginez que j'ai une collection avec 6 vecteurs. Je vais prendre mes 2 premiers vecteurs, je vais les mettre sur mon premier nœud, sur ma première machine, mes 2 autres sur le deuxième et mes troisièmes sur la troisième machine. S'il y en a qui ont fait de l'Elasticsearch dans la salle, vous n'allez absolument rien apprendre sur cette slide. Ça marche exactement comme Elasticsearch, c'est exactement les mêmes termes, vous n'allez rien apprendre. On a ce qu'on appelle des shards. Donc ici, on aura 3 shards, chacun sur une des machines. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va associer à ça des réplicas pour la résilience. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas mettre le réplica de chaque shard sur la même machine. Ce serait un petit peu bête. Donc, par exemple, mon premier shard qui contient mes 2 premiers vecteurs, on va mettre son réplica sur une autre machine. Ce qui fait que quand je veux faire une query, donc dans un cas normal où mes 3 machines tournent, je vais poser une question à ma base de données vectorielle, enfin en tout cas je vais lui demander des vecteurs proches. Mon calcul va être distribué sur chacun de mes shards. Et du coup, mes performances seront bonnes parce que chaque shard va faire une partie du calcul. Et puis, si on parle de résilience, si jamais j'ai un de mes nœuds qui tombe, qui s'arrête pour une raison ou une autre, ça peut être une mise à jour. Vous pouvez vouloir faire une mise à jour et vous dites, je vais couper d'abord ce nœud-là, ensuite ce nœud-là, ensuite ce nœud-là. Et votre réplica de ce shard-là qui était votre shard primaire, il va pouvoir prendre le relais et en fait, votre query, du coup, elle va faire ça. Et ce qui fait que vous pouvez continuer à opérer, même si vous avez ici une des machines qui s'arrête, ce qui vous apporte de la résilience. Forcément, après, en fonction des besoins que vous avez, si vous avez quelque chose de très critique, que vous voulez encore plus de disponibilité, vous pouvez multiplier le nombre de shards, vous pouvez multiplier le nombre de réplicas. Après, c'est scalable. C'est ça qui est aussi intéressant d'avoir une base de données vectorielle. C'est que demain, si on a vraiment plus de besoins, vous avez plus d'informations à stocker, ou vous voulez être beaucoup plus résilient, parce que vous le mettez dans une application qui est beaucoup plus critique pour vous, on peut facilement scaler ça et potentiellement ajouter plus de réplicas, plus de shards, etc. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on l'a déployé dans un premier temps. Si on revient à tout notre slide quasiment au début, on essaye ici de résoudre la contrainte de Stronger. Ensuite, une fois dit ça, concrètement, comment on a déployé ? En fait, Quadrant, et c'est quand je vous disais que tout à l'heure, ils sont pleins de bon sens, ils nous livrent tout ce qui va bien avec pour faire le déploiement. En l'occurrence, ce qu'on appelle un Helm chart. Un Helm chart, alors, je vais essayer d'être le plus didactif possible. On arrive dans les slides beaucoup plus ops. Je pense que du coup, les personnes qui sont inscrites à ce meetup sont peut-être un petit peu moins à l'aise sur ces parties-là. Je vais essayer d'être un peu plus didactique. Il y aura un lien sur la slide d'après si vous voulez plus d'infos sur Kubernetes, un peu creuser le sujet. Si vous avez des questions après, on peut revenir dessus aussi, il n'y a aucun souci. Mais donc du coup, en fait, un Helm chart, ça va être un ensemble de fichiers et de templates qui va vous décrire toutes les ressources Kubernetes
dont vous allez avoir besoin pour déployer votre applicatif dans votre cluster Kubernetes. Chez Malte, on a des clusters Kubernetes, nos applications tournent dedans, comme dans beaucoup d'entreprises maintenant. Et l'idée, c'est que ce Helm chart, il va décrire, il va dire vous avez besoin de ça en stockage, ça en compute, ça pour le réseau, etc., etc., etc. Ce Helm chart, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on en a recréé un autour. On a fait de l'héritage, si on parle en termes d'objets. L'idée, c'est qu'on en a recréé un autour avec notre propre configuration, avec potentiellement des petites modifications sur certaines ressources Kubernetes, des choses dont on avait besoin en plus. Ensuite, comment on s'en sert? Comment on déploie? Une fois qu'on a ces fichiers-là, qu'est-ce qu'on fait? En fait, Helm propose un système où vous pouvez, une fois que vous avez votre Helm chart, en ligne de commande, dire Helm, alors je ne connais pas la commande de tête, mais ça doit être Helm install, je pense. Limite, comme vous feriez un pip install pour installer une librairie, derrière, vous allez pouvoir installer directement votre applicatif, directement dans votre cluster. Donc, on ne fait pas ça chez Malte, et je crois qu'il me semble que pas beaucoup de gens font ça directement avec Helm. En fait, nous, on va se servir que du langage de templating et que de la partie vraiment fichier de configuration. Et en fait, nous, on va aborder une autre démarche. On va stocker ça sur Git, qui est cool, parce que du coup, vous pouvez facilement collaborer avec, vous pouvez modifier. Enfin, voilà, vous avez tout l'avantage du versionning aussi avec Git. Et ensuite, on va adopter ce qu'on appelle une démarche GitOps, où du coup, Git va être notre source de vérité sur comment doit être l'applicatif dans notre cluster Kubernetes. Et en fait, derrière, on a un outil qui s'appelle Argo CD, qui lui va régulièrement aller chercher ce qu'il y a dans Git, et du coup lire ces fichiers de configuration Helm, et lui va s'occuper d'aller apply ça dans notre cluster Kubernetes. Donc c'est directement lui qui va le faire, c'est pas nous, on ne va pas dire Helm install ou autre, c'est Argo CD qui va directement faire ça. Et du coup, dès que votre repository Git il est mis à jour, il va détecter le changement et il va soit l'appliquer de manière automatique, soit l'appliquer de manière manuelle, si vous préférez vérifier ce qui se passe avant de l'appliquer dans votre cluster. C'est ce qu'on va voir juste après. Ça, c'est une interface, alors vous n'avez pas forcément besoin de lire, on va revenir sur chacun des éléments après ensemble. Ça, c'est l'interface d'Argo CD qu'on a chez nous donc pour, en l'occurrence, notre déploiement Quadrant. Donc c'est là où je disais, les slides vous seront... Les slides, ouais, je vous les partagerai après. Vous verrez, il y aura un GitHub à la fin et j'essaierai de mettre les slides dedans. Ici, j'ai trouvé un super article qui résume en quelques lignes ce que fait chaque type d'objet Kubernetes. Honnêtement, c'est assez top pour comprendre. Là, ce qu'on voit, du coup, c'est l'interface d'Argo CD. Donc, on a notre application, ici Quadrant, et ici, on peut voir son statut. Donc, on voit déjà qu'elle tourne, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et ici, on voit le statut avec Git. On voit ici qu'elle est synchronisée avec Git. Donc, globalement, ce que j'ai dans Git, ici, c'est identique à ce que j'ai dans mon cluster Kubernetes. Si jamais ce n'était pas le cas, ici, je verrais que ce serait en desync. Et puis, je verrais une sorte de diff. Sur chacun de mes éléments, en fait, je pourrais voir la différence et qu'est-ce qu'il veut appliquer. Par exemple, je vais augmenter ma taille de disque dur. Il va me dire, ton disque, il a bougé. Et puis, l'ancienne valeur, c'était 10 gigas. La nouvelle valeur, c'est 20 gigas. Ce genre de choses-là. Et c'est hyper pratique, du coup, pour pouvoir monitorer, suivre ce qui se passe dans votre cluster. Du coup, sans rentrer dans les détails de chaque élément exactement, qu'est-ce qu'on voit? Ici, j'ai mes pods qui vont me servir à faire mon processing. Donc, c'est vraiment, ici, vous avez le cœur de Quadrant, vous avez son moteur où il est capable de faire de l'ANN et de gérer vos vecteurs. Au-dessus, j'ai mon stockage. J'ai un disque associé à chaque pod qui va, du coup, définir et stocker tous mes vecteurs. Ensuite, j'ai toute une partie service qui va gérer la partie network. Alors, vous en avez deux. Vous en avez un si jamais des applications externes veulent utiliser Quadrant et vous en avez un qui est dédié juste pour que les pods puissent se parler entre eux parce qu'ils ont besoin de se synchroniser, notamment au niveau des shards et des réplicas qu'on a vus avant. Du coup, vous avez deux services et vous pouvez les appeler en HTTP, gRPC, TCP dans le cas de Quadrant. Donc, HTTP classique, gRPC, Quadrant gère le gRPC pour aller plus vite. C'est top, honnêtement, de passer par ça. Et le TCP est réservé, ce que je vous disais, entre les pods pour qu'ils se parlent entre eux. Ça, normalement, vous n'y touchez pas. C'est vraiment pour que les pods puissent se synchro. Et on a un dernier élément qui nous intéresse un petit peu, un pod monitor, qui lui va gérer, en fait, il va récupérer périodiquement des métriques associées à nos pods. Et ça va nous permettre de monitorer la base de données et de vérifier qu'elle marche bien et qu'elle n'a pas de soucis. Donc, comment notre monitoring derrière il est fait? En fait, derrière, on va utiliser un Prometheus et un Grafana. Mon pod monitor, comme on l'avait vu, on l'a vu, il va demander au pod des informations, des métriques.
Donc là, encore une fois, Quadrant, plein de bon sens, nous fournit un onPunt qui vous donne toutes les métriques au format directement prêt à être ingéré par Prometheus. C'est top, vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas besoin de redévelopper vous-même quoi que ce soit pour récupérer vos métriques. Donc ça, c'est nickel. Et donc, du coup, votre monitor va ensuite discuter avec Prometheus. Prometheus va ingérer vos données. C'est quelque chose c'est un outil qui permet de collecter les données et de les agréger. Et ensuite, Grafana va vous permettre de les visualiser. Et donc ici, on a le monitoring de notre base de données. Donc vraiment là, la partie très ops pour le coup. On a la version qui est déployée, le nombre de collections qu'on a actuellement créées. J'arrive pas forcément à voir. Ici, c'est le nombre de vecteurs qu'on a, l'usage CPU, l'usage mémoire, l'usage disque et nos taux de latence en HTTP et en gRPC. Vous voyez qu'ici, il n'y avait pas beaucoup d'activités. Il n'y avait pas forcément beaucoup d'appels. C'est pour ça que les lignes sont plutôt droites. Mais en gros, vous avez votre taux de réponse ici à chaque fois en HTTP et en gRPC. Voilà, on a globalement comment on a déployé ça et comment on le monitore. Une dernière slide sur cette partie, et après on fera un petit truc un peu sympa, petite surprise sur la fin. Pour conclure un peu tout ça et toute cette histoire, et sur notre déploiement de base de données, je voulais vous parler quand même un peu des outcomes, puisqu'on a quand même déployé ça chez Malte. Alors, les outcomes, ça va être, vous allez voir, il va y avoir un seul chiffre. On a déployé ça début octobre en production. Cette partie retriever, en fait, si on reprend notre schéma de base avec du coup notre retriever et notre anchor, comme je vous ai dit au début, on ne pouvait pas faire notre anchor si on n'a pas le retriever, donc on a commencé par ça. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis derrière notre ancien modèle. Ça marche en soi. On a un pré-filtre maintenant sur le modèle qu'on avait avant. L'idée, c'était de valider l'architecture, que ça tourne bien, de potentiellement déjà avoir des gains en termes de latence, etc. Du coup, c'est mis en production début octobre. On est que le 25 octobre. Du coup, on a mis ça sous forme d'AB test. Il nous faut du temps pour collecter les données et pour vraiment s'assurer d'avoir des métriques très fiables. C'est pour ça que les données vont être partielles. Un chiffre que je m'engage à donner, parce qu'en fait, on l'a vu assez vite et bon, vous allez voir le chiffre quand on fait un A/B test et qu'on voit ça, on sait qu'a priori, la version est mieux. Sur le temps de latence, on a fait x5 par rapport à notre modèle actuel. Donc en enchaînant ces deux éléments, on est à x5 sur le temps de latence et on est très proche de la seconde maintenant. En sachant qu'on a encore du boulot et on a encore des idées d'optimisation. Donc on devrait arriver à avoir des temps de latence vraiment très bons, normalement. Et c'est là où vraiment la B-test n'a pas encore totalement répondu aux questions, mais a priori on ne voit pas de dégradation dans la qualité du matching derrière. Parce que effectivement, je peux faire x100 sur le temps de latence, mais derrière retourner des résultats aléatoires, c'est très facile à faire. Non, a priori, on a vraiment gagné énormément en latence sans derrière altérer la qualité. Et on espère un vrai bond en qualité une fois qu'on pourra changer. Maintenant, en tout cas, on a débloqué de quoi changer notre anchor derrière et d'avoir quelque chose de beaucoup plus puissant, beaucoup plus gros, puisqu'en fait, notre set de candidats est beaucoup moins important. On en a fini avec ça. Je voudrais qu'on fasse une dernière partie. Parce que je me dis que vous avez peut-être une frustration de ne pas avoir vu ça forcément tourner, de ne pas forcément avoir vu du code et comment ça marche réellement. Donc je me suis dit on va peut-être inclure une petite partie finale là-dessus. Et puis ça va me permettre de vous raconter aussi rapidement une autre histoire. C'est qu'une fois qu'on a mis ce vecteur-là DB en place, en fait on lui a trouvé d'autres usages qui n'étaient pas forcément prévus au départ. Et notamment un usage dont on entend beaucoup parler. Alors je trouvais que c'était intéressant de faire cette première partie sur en tout cas même la grosse majorité de ce talk, sur notre usage de semantic matching, parce que c'est pas forcément ça qu'on entend aujourd'hui sur des vecteurs database. Là je vais vous parler d'un usage, peut-être que vous avez beaucoup plus entendu parler, en tout cas qui est très trendy en ce moment, qui s'appelle un RAG. Un RAG, pour Retrieval Augmented Generation, c'est l'idée d'utiliser un large language model génératif, pour vous fournir des réponses. Mais en fait, les large language model que vous connaissez, que ce soit ChatGPT, que ce soit, nous en l'occurrence, on va parler de PaLM, le modèle de Google. En fait,
ils ne connaissent pas votre business. Ils ne sont pas capables de répondre à des questions sur de la documentation interne ou même potentiellement sur des choses très récentes ou des choses très spécifiques. Une des façons de résoudre ce problème-là, c'est de réentraîner votre propre modèle ou de le fine-tuner. Si vous faites ça, ça va vous coûter cher, ça va être long et vous ne savez pas si ça va marcher. Une autre solution qui marche aussi bien, l'idéal étant de combiner les deux, un modèle fine-tuné et en plus de faire du RAG, ça va être de dire quand un utilisateur me pose une question, je vais essayer de trouver du contexte dans ma documentation externe, n'importe où, en rapport avec sa question. Et puis, quand je vais interroger derrière mon modèle génératif, je vais lui dire voilà ma question, et puis voilà le contexte. Et en gros, tu vas trouver la réponse là-dedans. À côté de ça, tu as quand même toute la connaissance du langage et toute la connaissance que tu as. En combinant les deux, tu vas réussir cette fois à répondre à ma question. Donc, on va regarder un exemple ensemble. Ce que j'ai fait dans mon cas, c'est je vais demander comment l'algorithme Malte fonctionne. Alors, rien de confidentiel. Rien de confidentiel, j'ai pris notre FAQ qui est publiquement disponible sur notre site. Et je l'ai, du coup, on va utiliser ça. Du coup, de base, si on demande à un modèle génératif comment l'algorithme Malte fonctionne, je peux vous assurer qu'il ne répond pas ou il répond mal. Et nous, on va essayer de lui faire répondre correctement. Du coup, pour ça, il faut qu'on récupère notre contexte. Et en fait, une des solutions pour récupérer notre contexte, vous me voyez venir, c'est d'utiliser une vector database. Ça va être de dire, ma question, je vais créer un vecteur à partir de ça. J'aurai une vector database où j'ai toute ma documentation avec chacune un vecteur. Je vais essayer de trouver le vecteur le plus proche. Ça va me donner mon contexte. Et puis, ma question, elle est augmentée. Et je peux poser la question derrière mon algorithme de GenAI. OK, on va regarder un peu de code. Comment on fait? On commence par installer les deux librairies dont on aura besoin. La première pour contacter le Large Language Model de Google, le deuxième pour contacter Quadrant, notre base de données vectorielle. On va importer ce dont on a besoin. On a besoin de notre librairie Quadrant et on a besoin de notre Language Model de chez Google. Ensuite, on va définir rapidement l'URL de Quadrant, le nom de la collection qu'on va utiliser. On va charger notre embedding model. Donc ici, en fait, j'utilise celui de Google. Google vous propose une suite de modèles. OpenAI fait exactement la même chose. Vous avez des modèles qui vont permettre de générer du texte, d'autres qui vont permettre de faire du chat et d'autres qui vont permettre de créer des embeddings. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de créer des embeddings, donc des vecteurs. On va initialiser notre client Quadrant, donc en lui donnant son URL et en lui disant qu'on va faire du gRPC. Allons-y. On va créer notre collection Quadrant, tout simplement. On va lui dire, notre collection, elle a ce nom-là, et on va lui donner les paramètres de nos vecteurs. On va lui dire, les vecteurs que tu vas recevoir, ils font une taille de 768, c'est ce que nous retourne le LLM de Google, et la distance qu'on va utiliser, c'est une distance cosine. Donc ça, tout dépend du modèle que vous utilisez pour calculer vos vecteurs, en l'occurrence cosine ici, ça marche. On va ensuite préparer nos données pour les injecter dans notre base de données vectorielle, en disant, alors moi j'avais stocké ça sous forme d'un JSON avec à chaque fois question-réponse, question-réponse. On va charger notre JSON et pour chaque ligne de notre JSON, on va calculer le vecteur de la question et on va stocker dans notre payload notre question, notre réponse, la source, parce que comme ça c'est bien, quand on va répondre à l'utilisateur, on pourra lui citer la source, et éventuellement une catégorie, si on veut faire du filtrage, je pourrais vous montrer après comment on filtre si jamais vous voulez. Et la dernière étape, c'est de dire on upload dans la base de données Quadrant. Donc dans notre collection, on insère tous ces vecteurs et toutes ces payloads. Il faut que vous ayez le même. Alors ça, c'est peut-être un des seuls trucs où je vais reprocher sur leur lib, qui est un peu bizarre. Il faut que vous mettiez deux listes et il faut qu'elles fassent la même taille et il va réassocier lui chaque vecteur à chaque payload. C'est un peu bizarre. Je ne comprends pas pourquoi on passe pas juste ici une liste d'objets et chaque fois le vecteur et la payload. Mais ça se passe comme ça. Si jamais vous posez la question, et petit tips au passage, il va automatiquement batcher pour vous. Si jamais vous avez une grande liste d'éléments à insérer, il va automatiquement lui créer des batchs et les insérer en batch. Quand je disais que c'était plein de bon sens, ça fait partie des choses qui est extrêmement agréable de ne pas avoir à le faire vous-même. Et donc ça nous donne ce code-là. Si vous voulez faire tourner ça sur votre machine en local, je vous disais tout à l'heure que c'est très simple à lancer une base de données Quadrant. Vous poulez l'image Docker et vous la runez en redirigeant deux ports. Le premier pour l'HTTP, le deuxième pour gRPC. Et voilà, ça tourne. On verra après, j'en ai une qui tourne sur ma machine. OK, là maintenant on a notre base de données vectorielle avec tous nos contextes indexés. Comment on fait quand on veut la requêter?
Et ben globalement, on va faire la même chose. Je vais passer assez vite, hein, mais on réimporte nos mêmes librairies, on lui donne le même nom de collection. On charge notre modèle d'embedding, puisqu'on en aura besoin pour la question. La question, on va devoir calculer son vecteur et ensuite on devra faire notre recherche. Et puis là, en plus, on va charger un text model, parce qu'à la fin, ce qu'on veut, c'est quand même générer une réponse, générer du texte. Donc on a besoin ici de notre text model. Donc pareil, c'est celui de Google, il s'appelle Text Bison. En fait, vous avez une petite digression. Google est horrible sur le naming de leur LLM. En gros, ils ont Bard, c'est le produit grand public. En dessous, ils ont Palm, c'est leur modèle, le nom de leur modèle, qui est utilisé dans Bard, avec un peu de raffinement pour que ce soit un peu plus user-friendly. Et en fait, Palm, vous avez plusieurs sous-modèles. En fait, c'est une famille de modèles qui ont des spécialités différentes. Donc, ils peuvent faire de l'embedding, du texte, de la question-réponse, enfin du chat, pardon. Et vous avez des tailles différentes pour ces modèles, enfin un nombre de paramètres différents qui permettront de le faire tourner sur un PC plus ou moins puissant, etc. En l'occurrence, Gecko, qui est leur plus petit modèle, c'est quelque chose que Google a fait pour essayer de faire tourner sur les téléphones Android. Directement embarqué dessus. Donc voilà, vous avez plusieurs tailles de modèles. En l'occurrence ici, nous on utilise donc le text embedding Gecko, qui est leur petit modèle qui propose pour l'embedding. Et pour la génération de texte, on utilise leur modèle dit Bison, qui nous permet de faire ça. Voilà pourquoi les noms sont un peu bizarres, mais voilà. Vous remarquerez aussi, les imports s'appellent Vertex AI, mais la lib s'appelle Google AI Platform parce qu'ils ont renommé entre-temps. C'est un peu catastrophique, leur naming. Donc pareil, on initialise notre client Quadrant. Ensuite, on va construire une boucle. On va poser à l'utilisateur une question. On va demander un input à l'utilisateur et on va faire notre recherche. Donc, ce qu'on commence déjà à faire, c'est calculer le vecteur de notre question. Ici, on a cette ligne-là. Et ensuite, on va faire notre recherche dans Quadrant. Donc, tout simple. On lui donne le nom de la collection dans laquelle on veut chercher, notre vecteur. On lui dit que la limite, c'est par exemple 3 documents. Je vais récupérer mes 3 meilleurs documents pour construire mon contexte. On va lui dire qu'on veut la payload en retour, parce qu'on va en avoir besoin pour récupérer le texte de la réponse pour pouvoir l'injecter dans mon contexte. Et puis, on lui dit que les vecteurs, par contre, ça, on s'en fiche. On n'a pas besoin de les utiliser derrière, on n'a pas besoin de les retraiter. Ensuite, on va construire un prompt. Une fois qu'on a récupéré ces informations-là, on va dire mon contexte, au final, ça va être l'ensemble de mes réponses. Et puis, on va faire un prompt où on va insérer le contexte et la question de l'utilisateur. Donc, on va lui donner un peu de contexte général, on va essayer un peu de le préparer à répondre à la question. On va lui dire que c'est un instant intelligent et qu'il doit uniquement utiliser le contexte que je lui donne et répondre à ma question. Il va donc, on lui insère donc le contexte, la question, et on lui dit réponds-moi. Et vous avez à la fin tout simplement à l'appeler. Vous lui dites mon texte modèle, vous allez prédire un texte et on obtient notre réponse comme on l'attendait. Et là, du coup, vous avez le code final. 1 heure, j'ai 5 minutes. Ouais, 2. On m'a dit 2 minutes au fond. Alors, je vous montre rapidement quand même quand ça tourne. Déjà, je voulais vous montrer la base de données. Des fois, c'est un peu plus visuel de la voir. Donc, vous avez une interface qui est inclue avec Quadrant quand vous le lancez. Donc, ici, j'ai juste fait les 2 commandes Docker que je vous ai montrées avant. Ici, j'ai mon interface qui tourne. Là, j'ai 2 collections. L'interface est un peu sommaire, on va dire, mais elle fait ce qu'il faut pour le moment. Il l'améliore petit à petit, mais bon, encore une fois, je vous ai dit, le produit est jeune. Ici, vous avez vos 2 bases de données. Donc, moi, ici, j'ai créé celle-là pour ce soir. Et on va voir, donc ici, vous avez tous vos différents points. Donc, c'est ce que je vous disais. Ici, vous avez les données, ça vient de la FAQ de Malte. Hein. Vous avez la source ici, si jamais vous voulez. Donc, ici, on va donc ma payload avec ma catégorie, ma question, ma réponse, ma source. Et on ne voit pas le vecteur, mais en l'occurrence, ici, vous voyez que vous avez un vecteur de taille 768 qui est inclus avec. Donc voilà à quoi ça ressemble. Vous avez des petites infos, c'est plus la partie Ops, si jamais vous voulez voir comment se comporte votre cluster et comment est partitionné votre collection, si vous avez des shards, etc. Là, ici, on voit que du coup, j'en ai pas parce que c'est lancé sur ma machine. Mais vous avez un peu plus d'informations sur vos collections. Ceux qui ont fait l'Elasticsearch verront qu'il y a aussi un statut vert, jaune, rouge. Ça marche exactement comme Elasticsearch. Puis voilà, après, vous avez des choses pour faire des backups ou des choses comme ça. Sur l'interface, vous avez aussi une partie request. Celle-là qui est plus intéressante. Certains connaissent Kibana, ça ressemble énormément. Et là, vous voyez un peu vraiment plus à quoi ressemble une requête. Donc ici, vous passez votre vecteur, vous avez le nombre de documents que vous voulez, et puis vous voulez lui dire que vous voulez la payload avec. Je
peux l'exécuter et du coup ça m'a retourné les éléments les plus proches de mon vecteur de base. Je ne me rappelle pas quelle phrase j'avais mis, mais voilà. Et ici vous voyez que ça retournait en 0,002 secondes. C'est très rapide. Et ici vous avez il y a un exemple avec un filtre. Donc nous on a un ensemble de filtres comme ça maintenant dedans. Et pareil, si vous avez fait l'Elasticsearch, bon, vous avez filter, must not. C'est assez proche. On retrouve quand même beaucoup ce qui est fait côté Elasticsearch. Voilà. Et du coup, si vous voulez, je vous montre rapidement une inférence. Donc là, c'est vraiment le code que je vous ai montré avant. Je vais être en plein écran et c'est pour ça qu'il ne veut pas. Hop. Donc ici, j'ai mon inférence. C'est vraiment exactement ce que je vous disais avant. Et du coup, là, je peux lui poser des questions. Alors, je vais lui poser une question assez précise. Chez Malt, on a lancé il y a un mois une nouvelle catégorie qui s'appelle Malt Stratégie. Je suis sûr que vous n'êtes pas forcément au courant. Et on peut par exemple lui demander ce que c'est. Et ça, je peux vous assurer que si vous demandez à Bart ce qu'est que Malt Stratégie, vous ne savez pas du tout les réponses auxquelles vous attendez. Mais normalement, si je lui demande « What is Malt Stratégie ?» Alors, les démos avec les LLM, vous ne savez pas ce qu'ils vont vous répondre. C'est toujours... Ok, c'est bon. Il m'a bien répondu que Malt Stratégie, c'est une... Donc du coup, c'est notre nouveau produit qui est plutôt réservé aux consultants et aux managers, aux interim managers. Et voilà. Donc il m'a répondu ça. Et en fait, là, vous allez voir que ça peut combiner un petit peu le langage que lui connaît et ce que vous lui avez donné en contexte, c'est que je vais lui poser des questions. Alors, j'ai un peu préparé les questions, je vous avoue. Malt Stratégie, comme vous voyez, donc en fait, c'est pour des consultants. En management. Et en fait, vous voyez ici qu'on a un requirement pour être éligible Malt Stratégie, c'est d'avoir fait 2 ans dans un cabinet de conseil reconnu. En fait, je vais lui poser la question, et je vous assure que ce n'est pas dans les réponses directes de la FAQ. Je vais dire, ok, moi j'ai travaillé 2 ans chez KPMG, est-ce que je suis éligible? En fait, il me dit, ouais, tu es éligible, parce que ton critère d'éligibilité, c'est d'avoir travaillé 2 ans dans une société de conseil. KPMG est une société de conseil reconnue, ça marche. Et par contre, je vais lui dire, ok, en fait, j'ai travaillé que 6 mois chez KPMG, est-ce que c'est bon? Et normalement, il va me dire, non, vous n'êtes pas éligible, parce que vous devez avoir travaillé 2 ans dans un cabinet de conseil pour être éligible. Et donc, vous voyez qu'en fait, il a combiné quelque chose qui n'est pas du tout dans notre documentation, on ne parle jamais de KPMG dans notre contexte. Et en fait, là, il a réussi à le faire. Donc, notre vecteur DB, elle a réussi à récupérer le contexte qui était pertinent et derrière, j'ai pu construire ce prompt qui répond bien à la question que je lui ai posée. Voilà, j'en ai fini. Je ne sais pas si ça fait 2 minutes ou c'était plus. Je vais juste repasser sur ma dernière slide de remerciements. Vous avez le QR code si jamais vous voulez me contacter. Donc, comme je vous disais, s'il y a des questions, j'ouvrirai juste après pour voir si vous avez posé des questions pendant le meet-up. Et aussi, vous avez un formulaire normalement de feedback où je vous demande si vous pouvez, alors, au moins très rapidement, je vous demande de noter entre 1 et 5 pour me dire si vous avez bien rentabilisé votre temps. Et je vous remercie pour votre temps ce soir. Et donc au moins ça si vous avez vraiment 2 secondes. Et puis après si vous avez un peu plus de feedback sur ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, ce qu'il faudrait retravailler ou autre, je suis très preneur. Nicolas sera avec nous en bas, donc vous allez pouvoir continuer à lui parler. Et voilà, je vous remercie beaucoup de votre présence ici. Merci encore au wagon qui nous accueille. Et merci à Nicolas pour ce super talk très intéressant et très dense. Je suis désolé, j'aurais dû aller beaucoup plus vite. Aucun problème. Au moins 1 ou 2 questions, mais vraiment désolé. Bravo à Nicolas.